Moi, je suis assez contente, Nicolas, de te recevoir pour ce sujet-là, la confiance en soi. Tu as écrit là-dessus, toi, hein? Puis est-ce que c'est-tu parce que tu disais, ouais, il faudrait que je travaille ça dans ma vie? On peut dire ça. Ça va? Oui. T'es sûr? Je fais pas souvent ça, des entrevues. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que je trouve très inspirant parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire en me disant « Stéphanie, j'aimerais ça avoir plus confiance en moi. Je considère que dans telle sphère, j'ai pas assez confiance. » Et aujourd'hui, j'ai avec moi non seulement un auteur, parce qu'il a écrit plein de livres, il y en a d'ailleurs écrit un sur la confiance en soi, mais aussi un blogueur, Nicolas Sarrazin. Je te remercie d'être là. C'est vrai que c'est un sujet qui est fascinant. On peut aller tellement loin hein, dans la confiance en soi. Et j'avais envie de te demander, qu'est-ce qui fait qu'on perd la confiance? Y a-tu des... C'est ça, donc il y a tellement d'événements dans la vie qui font qu'on peut perdre la confiance. Je dirais... Je vais présenter peut-être l'élément le plus important. Il y en a qui vont être malchanceux, qui vont avoir des parents qui vont les critiquer énormément quand ils vont être jeunes. Il y en a d'autres qui, comme moi, ça m'est arrivé à l'école. Moi, j'étais bon à l'école, j'étais un nerd, donc je me suis fait pas taper dessus, mais intimidé puis humilié souvent à l'école secondaire. Donc, c'était un mauvais moment pour moi. Puis c'est sûr que ma confiance en a pris pour son rhume et mon estime en moi-même aussi en ont pris pour leur rhume à cette époque-là. Donc, il y a différentes raisons, mais la raison la plus importante, je dirais, par rapport à la confiance, c'est vraiment la manière dont on formule les pensées à notre propre sujet, la manière dont on interprète les événements, souvent contre nous, et c'est là qu'on va, selon une interprétation par-ci, une interprétation par-là, en psychologie, on appelle ça des distorsions cognitives. On peut parler tout simplement de pensée tordue. Donc, de cette manière-là, on va interpréter, on va tordre l'information et on va la retourner contre nous-mêmes. Donne-moi des exemples, mettons, de phrases que les gens peuvent se dire, puis il y en a qui vont se reconnaître, je suis certaine. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Je le mérite pas. Je suis pas à la hauteur. C'est ça. J'ai toujours... j'ai pas réussi telle affaire, donc je réussirai plus jamais telle affaire. Donc, tout ça, c'est des pensées qu'on formule, qui sont générales, qui sont négatives, qui sont contre nous et qui vont venir saboter notre confiance en nous-mêmes. Est-ce que aussi la comparaison peut faire en sorte qu'on va... Tu sais, exemple, je regarde quelqu'un qui est très bon au sport, puis je me dis... Jamais je vais arriver à ça. Ou lui est donc bon à lecture, moi je suis pas, tu sais. Super bon point. Si tu me permets, je peux faire un lien avec l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est à partir de l'ensemble de ce qu'on connaît, c'est l'évaluation qu'on fait de ce qu'on connaît sur nous-mêmes. Mais ce qu'on connaît sur nous-mêmes, ça vient beaucoup de la comparaison aux autres. L'être humain, c'est un animal social, comme on dit. On est toujours avec les autres. On apprend qui on est à travers les autres. Donc, il n'y a rien qui implique pas les autres. Alors, il y a deux façons de se comparer, une saine et une malsaine. La façon saine, c'est de se dire, OK, je suis moi-même, je m'apprécie comme je suis. Si j'ai de l'estime en moi-même, je peux me dire ça. Je suis moi-même, je ne veux pas être dans les culottes de quelqu'un d'autre, mais je peux admirer d'autres personnes pour ce qu'elles font, ce qu'elles réalisent. D'ailleurs, je t'admire dans ce que tu fais sur Internet, ton émission, tu es un très bon modèle pour moi. Donc, on peut prendre, mais je ne veux pas être toi par ailleurs. Et quand tu regardes, tu ne dévalorises pas. Exactement. C'est Stéphanie, j'apprécie ce qu'elle fait, elle est bonne dans ce qu'elle fait, je peux m'inspirer d'elle par rapport à ce qu'elle réussit, mais moi, je reste moi-même et je vais me comparer en voyant, OK, qu'est-ce que je peux améliorer dans telle et telle chose de partie de ma vie dans laquelle les autres sont meilleurs. L'erreur, la mauvaise façon de se comparer, c'est quand on prend l'ensemble de ce qu'on est et qu'on renie ce qu'on est d'une certaine façon en voulant quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être moi-même, je veux être Brad Pitt. Non, ça n'arrivera jamais. Alors, ça risque plus d'être assez frustrant pour la personne qui se compare de cette façon-là.
Donc, ça, c'est une comparaison générale qui va autant détruire l'estime de soi que la confiance. Et souvent, on fait ça. Donc, ça, c'est une des distorsions cognitives, la généralisation, si on veut. Donc, on se compare, on prend la personne, elle a tellement l'air plus heureuse que moi, plus belle ou plus beau que moi, plus intelligent, plus riche, tout ce que tu veux. Et là, on voudrait être la personne, plutôt que de se dire, je ne serai jamais cette personne-là, je vais voir, moi, ce que je peux améliorer dans les dimensions qui sont importantes pour moi. Pour gagner confiance. Mais effectivement, les autres, donc, jouent un rôle très important. C'est ça. Parce que moi, je dis souvent, quand on se compare, l'erreur qu'on fait, c'est qu'exemple, on va regarder quelqu'un, on va dire « Ah, quel bon orateur! Hein, il est bon, jamais je pourrais parler comme lui sur une scène, par exemple. » Mais on oublie, on compare un élément de cette personne-là, mais il y a peut-être, nous, des forces qu'on a que l'autre n'a pas. Puis il y a plein de choses dans la vie de cette personne-là qu'on admire. Souvent, on le fait avec les vedettes, mettons à la télé. Mais on ne voudrait pas là, dans notre vie. Exactement. Alors, t'as tellement raison. C'est bien beau. Mettons, Tom Cruise est obligé de réserver un restaurant lui seul pour pouvoir aller dans un simple restaurant. C'est peut-être pas le fun. C'est lourd. Comme processus au quotidien, quand tu veux juste aller manger une bouchée quelque part. T'as raison. Tout à fait. C'est ça. Donc, évidemment, on le disait, on peut perdre confiance en nous. Un des éléments, c'est quand on se compare. Souvent, il y a des peurs. Hein? On mentionne, quand j'ai peur d'échouer, ça a un impact sur ma confiance? Tout à fait, c'est ça. La peur, c'est ce qui va avec le manque de confiance. Hein? Pourquoi on manque de confiance? C'est parce qu'on a peur de faire telle ou telle et telle chose. Et cette peur-là, ben donc, elle vient des croyances qu'on a, elle vient de l'impression qu'on ne sera pas capable, etc. Mais ces peurs-là, souvent, on n'en a même pas conscience et les croyances sont reliées, tu connais bien ça, la relation entre les pensées et les émotions. Donc, les croyances sont reliées directement à nos émotions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, j'aimerais vraiment ça réaliser quelque chose, mettons. J'aimerais ça, mais c'est vraiment hors de ma zone de confort. Alors là, je me dis, si je manque de confiance, je me dis, je réussirai probablement pas, je risque d'échouer. J'ai peur de ne pas y arriver. C'est ça. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Le stress augmente. Je commence à me donner des raisons, des mauvaises justifications à l'effet que je ne réussirai pas. Donc, à quoi bon? Et le projet, il glisse, il tombe aux côtés de ma vie, puis je ne le ferai pas. Mais prenons cet exemple-là que je trouve le fun. Quelqu'un dit, moi, je regarde Nicolas aujourd'hui, hey, j'aimerais ça écrire un livre. Mais là, la cassette part. Ouais, mais j'y arriverai pas, j'étais pas bon en français quand j'étais jeune. Hein? Là, toutes les phrases qu'on peut se dire là, qui sont vraiment aliénantes, qui font que l'anxiété monte. Bon, tu lui dis quoi à cette personne-là aujourd'hui? Sais-tu, garde, essaye quand même, c'est pas le pire qui va arriver, au pire. Tout à fait. Et, par rapport à la réalisation de soi, là, moi je suis un des tenants du on n'a qu'une vie à vivre. Hein? Donc, à partir de cette prise de conscience-là, qu'on a une seule vie à vivre, ben, on ne peut pas se reprendre. Hein? Donc, si on laisse de côté tout ce qui nous est cher et qu'en plus notre vie est insatisfaisante, ben, on risque d'être malheureux. Alors, si on n'essaie pas, on est sûr de ne pas réussir. On est sûr à 100% de ne pas réussir. On a une vie à vivre, on est sûr de ne pas réussir, on est sûr donc de ne pas avoir de résultats, de ne pas être satisfait, de ne pas être fier de soi, name it. Donc, moi, je me dis, même si on a peur, même si c'est difficile, même si on risque d'échouer, même si les chances sont élevées d'échouer, bon, il ne faut pas non plus se donner des objectifs complètement irréalistes en partant, mais quelque chose, écrire un livre, c'est tout sauf irréaliste. Là, on ne parle pas de monter le mont Everest sans entraînement ou sans équipement. Bon, donc, alors, à partir de ce moment-là, si ça nous est cher, moi, c'était effectivement un de mes rêves, ben commençons quelque part. Puis après ça, on voit, puis après ça, on retravaille. Parce que la première étape, évidemment, c'est d'écrire le plan, le brouillon. Puis à mesure qu'on avance et qu'on voit qu'on est capable, ben on est fiers de nous. Il y a, je ne sais pas si c'est Mark Twain, il y a quelqu'un qui a dit j'ai eu peur toute ma vie de choses dont la plupart ne se sont jamais réalisées. C'est Mark Twain qui a dit ça. Bon, donc, c'est vraiment dire la plupart de nos peurs sont inventées et on va les écouter pour ne rien faire, alors que on peut faire quelque chose. J'ai écouté il n'y a pas longtemps une entrevue avec M. Picard, qui est le pilote de Solar Impulse. C'est le premier avion à avoir fait le tour de la Terre à énergie solaire. Puis c'est un avion qui est gros comme un Boeing et qui est lourd comme une petite voiture. Donc imagine le défi de faire voler ça autour de la Terre avec les vents, ça peut partir.
Mais ce personnage-là, avec son équipe, avec son collaborateur aussi, étaient deux, je me souviens pas de... Mais ils ont rêvé, là. J'ai écouté l'entrevue il y a pas longtemps, puis c'est parti d'un rêve. Il y a personne qui avait jamais fait ça. Tout le monde disait que ça allait pas fonctionner. Et non seulement il a réussi, mais en plus, il a défriché le terrain pour qu'éventuellement, il y ait des avions énergie solaire puis que ça soit mieux pour la Terre. Donc, c'est de rêver aussi, évidemment. Il faut rêver, mais pour rêver, il faut croire que quelque chose est possible. Mais tu sais, je fais l'avocat du diable. Je me mets à la place de quelqu'un qui t'écoute puis qui dit « Ouais, mais moi, si j'essaye puis que je me plante ou que j'échoue, ça va encore donner un coup à la baisse de mon estime. » Tu comprends? Fait que c'est ça, là. Parce que... Mais tu me permets de répondre à la personne qui penserait ça? Oui, réponds-lui. Parfait. Alors, ça va arriver seulement si on interprète à travers les distorsions cognitives. Okay. Donc, en disant, j'ai échoué, je croyais échouer, j'ai échoué, donc j'avais raison, donc je suis condamné. Exactement, je suis moins que rien, je suis condamné à l'échec. Okay. Ça, c'est des distorsions cognitives. Ouais. Quand on en prend conscience que des pensées tordues et que non, cet échec-là ne va pas... confirmer tous les échecs de l'avenir. Ça montre juste que, comme, tu sais, il y a quelqu'un qui disait ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui échouent le plus, parce que ce sont ceux qui essaient le plus. C'est une question statistique. Ouais. Alors, il faut essayer, il faut se casser la gueule, oui, puis il faut se relever, Donc, revenons à la question du oui, mais tu as une vie à vivre. Ouais. Puis si ta vie, elle t'insatisfait, si tu ne fais rien, tu es sûr qu'elle va t'insatisfaire. Ouais. Alors, même si ça a fait mal de se casser la gueule, moi ça m'est arrivé, ça t'est arrivé, ça nous est tous arrivé, mais c'est de se relever et de recommencer parce que tu peux au moins avoir la fierté de dire j'ai essayé. Ouais. Ah, OK, c'est déjà un point positif. Tu peux avoir la fierté de dire non seulement j'ai essayé, mais en plus j'ai appris des choses. Qu'est-ce que j'ai appris de cet échec-là? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois? Ouais. Et à chaque fois, ça peut nourrir la fierté, mais évidemment, il faut prendre les bouchées petit à petit. Si on part de loin, il ne faut pas se donner un super gros objectif. C'est ça. Donc là, ce que tu nous dis, c'est donnons-nous une chance aussi de réussir en se fixant des objectifs qui sont quand même réalistes, selon ce qu'on se croit capable de faire. Exactement. C'est ça. Et aussi, si on ne réussit pas, c'est important la signification qu'on va donner à... Moi, je dis toujours, des échecs, pour moi, ça n'existe pas. J'ai appris quelque chose. Voilà. Tu sais, je ne m'y suis pas pris de la bonne façon cette fois-là, et ça m'a appris quoi ne pas faire. Parfait, je le sais. Check. On passe à l'autre. Exactement. C'est vraiment la bonne façon de procéder parce que c'est vraiment un rapport d'essai et erreur. Si on regarde, ça, c'est ton point de départ, ça, c'est ton succès, bien, si tu arrêtes là parce que tu as échoué, tu vas échouer vraiment. Mais tant que tu continues à essayer, tu vas avancer. Donc, on peut voir un peu la peur qui nous paralyse comme les phobies en psychologie. Puis donc, on peut faire reculer les peurs en disant... Bon, j'ai peur de faire telle chose, je vais essayer. Je vais te donner un exemple. Là, je suis en entrevue avec toi, mais il y a 15 ans, il y a 20 ans, j'étais super timide, j'aurais été incapable de parler en public. Les exposés oraux à l'école, ça me rendait vache, je faisais de l'insomnie la veille, je te jure, je ne suis pas naturellement très extraverti. Donc, qu'est-ce qui a changé? Bien, ça a changé que j'admirais les gens qui sont des conférenciers, comme toi d'ailleurs, qui sont à l'aise de parler en public, puis je savais que ça aurait un lien avec ma confiance personnelle. Alors, quand j'ai écrit mes livres, en 2005, j'ai commencé à donner des conférences. Puis même en 2007, j'ai fait une tournée du Québec dans des grosses salles de 100, 200 personnes. J'étais tout seul sur la scène avec les lumières. 6 mois avant de penser à cette tournée-là, j'avais des sueurs froides qui me coulaient dans le dos. C'était horrible. Mais... j'ai passé à travers. Et ça, donc, les peurs que j'avais, c'était quoi les peurs? C'est je serai pas capable, je serai pas capable de parler, je serai pas capable, je serai pas à la hauteur, les gens vont me juger. Tu sais, il y a toute une suite de peurs qu'on se donne. Mais après la première conférence que j'ai donnée, toutes ces peurs-là, je me suis aperçu que ça s'est bien passé. J'ai pas manqué de quoi dire. Les gens ont aimé ça, exactement, et ainsi de suite. De sorte que j'ai validé de façon réelle, parce que notre cerveau, il se base souvent sur ses hypothèses ou ses propres peurs, ses émotions, mais c'est pas la réalité. Puis on aura beau se lever le matin en disant « je suis capable, je suis capable, je suis capable ».
on ne se convaincra pas de cette manière-là, ça ne marchera pas. Donc, ce que tu dis, il faut passer à l'action. C'est le test du réel. Il faut sortir de notre zone de confort et dire, OK, dans ton cas, ça a été de monter sur scène. Exactement. Une première fois, puis te rendre compte, hey, je suis pas mort, parce qu'on sait que c'est la plus grande part des êtres humains, avant la mort. Ouais. Ça le fait. Donc, tu l'as fait, puis tu t'es rendu compte, hey, écoutons, non, finalement, ça a été beaucoup mieux que ce que je pensais. Exactement. C'est ça. Donc, on peut vraiment un peu se désensibiliser de nos peurs progressivement en les affrontant. Évidemment, ça a été un peu radical, mon affaire, en montant sur scène. En plus, ma première conférence était au Sceptique du Québec, donc il était assez critique comme non, mais t'étais suicidaire, toi, là! Ça s'est bien passé et j'avais de quoi répondre et tout était basé sur des recherches scientifiques et tout. Donc, c'était correct pour cette auditoire-là. Mais disons que j'ai pris confiance. Mais si j'avais pas ce passe, même si je donne plus de conférences aujourd'hui, si j'avais pas cette confiance-là, j'aurais jamais eu la confiance d'être ici aujourd'hui et de pouvoir parler de ce sujet-là, puis de pouvoir parler de mon travail, puis des livres et tout. Et ça, c'est fascinant. Moi, j'aime ça, des gens comme toi qui disent justement, il y a 15 ans, j'aurais jamais fait une entrevue, j'aurais jamais monté sur scène. C'est pas moi, puis aujourd'hui, tu le fais. Puis ça, c'est un bel exemple là, de, regarde, on peut partir d'un endroit et... Tout à fait. Je l'ai vraiment vécu. J'étais l'ombre de moi-même il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, je me réalise à vitesse grand V. Puis, donc, ça s'est fait progressivement. Mais je suis parti de loin, disons. T'es parti de loin. Je te garantis. Ouais. Nicolas, moi, je parle souvent en conférence de l'importance de se responsabiliser. Puis toi aussi, je pense qu'il y a un lien pour toi entre la responsabilisation et la confiance en soi. C'est quoi le parallèle que tu fais entre les deux? Bien, c'est vraiment, donc, c'est l'imputabilité. Hein? C'est de se dire, si j'ai des résultats dans ma vie, ça vient de choix, ça vient d'habitude, ça vient d'action ou de non-action, si on veut. On a ce qu'on fait dans notre vie et donc, on peut avoir un passé très difficile. Hein? Puis je veux pas non plus, je suis pas l'apôtre du discours qui dit t'as juste à te responsabiliser, sinon t'es un flanc mou, puis c'est facile en claquant des doigts. Ça, c'est souvent des gens qui ont réussi, qui sont pas nécessairement très empathiques, puis qui vont dire en claquant des doigts, c'est quand on veut un peu, là. C'est ça. On a un passif émotionnel, on a un passé avec notre famille, etc. On a une base biologique qui peut nous limiter, comme avec l'amygdale et tout, la mémoire émotionnelle plus fragile. Donc, il y a plein de choses qui vont faire qu'on ne pourra pas se responsabiliser en claquant des doigts. Mais moi, si je me réalise aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris cette conscience-là. C'est que quand on se responsabilise, on sait que les résultats qu'on obtient, ils viennent de nos actions et on ne peut rien faire d'autre. Donc, au lieu de me plaindre, puis c'est là qu'en se responsabilisant, pour moi, j'illustre ça vraiment à travers deux zones. Il y a la zone de préoccupation inutile. Ça, c'est une très grande zone dans notre vie dans laquelle tout se retrouve. Les choix des gouvernements, la météo, plein de choses qu'on ne contrôle pas. Mais souvent, on va se plaindre, on va se concentrer seulement sur les éléments dans cette zone de préoccupation inutile-là. Alors que notre zone de contrôle, elle est minuscule dans notre vie. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Contre la météo, non. Contre les gouvernements, pas grand-chose. Exactement. On peut aller voter, mais bon. Mais si on regarde ce qu'on peut faire à la place, c'est là qu'on se responsabilise, c'est qu'on arrête, on lâche prise sur ce qu'on ne contrôle pas et on se responsabilise sur OK, qu'est-ce que je contrôle pour vrai? Moi-même, mes initiatives, mes choix dans ma vie, mes décisions. Bon. Donc, une fois que je sais que j'ai cette zone de contrôle-là, que je peux faire quelque chose, et je peux me concentrer. Si je mets 90% de mon énergie dans ma zone de préoccupation inutile, puis que le 10% de ma zone de contrôle, c'est pour faire des lunchs, pour aller travailler ou pour aller travailler ou je sais pas quoi, il ne reste pas grand-chose pour me réaliser. C'est que je ne travaille pas sur moi-même. Donc, ce que tu nous dis, dans le fond, Nicolas, c'est si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et qui dit « oui, je me reconnais », c'est d'en prendre conscience et deux, dire qu'est-ce que je peux faire pour m'aider parce qu'on peut travailler sur soi. Qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que je contrôle? C'est ça. Je peux-tu lire le livre à Nicolas? Je peux-tu aller faire une formation? Comment je peux travailler sur moi? Je peux faire dès maintenant, petite, là. Ça me fait peur, il y a quelque chose de très important, mettons, y aller progressivement. Qu'est-ce que je peux faire par rapport, quelqu'un veut faire le marathon? Commence pas à faire le marathon, commence par aller courir. Le temps que tu veux, mets des souliers de course, va courir dehors, puis à un moment, tu vas voir ce que ça donne. Mais sors dehors, c'est de commencer en faisant quelque chose. Et ça va augmenter la confiance, l'estime de soi, ça va faire diminuer la peur. Plus on fait quelque chose. Parce que le contraire, ça nous immobilise, puis ça nous enfonce tranquillement, malheureusement. C'est ça. Moi, je donne souvent cet exemple. Moi, je dis aux gens, entoure-toi des gens qui ont réussi dans ce que tu veux.
ça va t'inspirer. Et tu connais sûrement l'histoire de Roger Bannister, qui est le premier coureur de la course à pied dans toute l'histoire de l'humanité, à avoir couru 1 000 en moins d'1 minute. Et l'année suivante, ses concurrents, les gars qui couraient avec lui, il y en a eu, je pense que c'est plus que 30 qui ont réussi à fracasser le même record. Et l'année d'après, plus que 200. Et on explique ça en disant, oui, mais à partir du moment où je me dis, hey, Nicolas, il était super timide, puis il est monté sur une scène, puis il a écrit des livres, puis il fait des entrevues aujourd'hui avec Steph. Tu fais des entrevues à la télé aussi. Si lui est capable, moi, je suis capable. Et c'est un peu ce qui s'était passé avec Roger Bannister. Donc, est-ce que tu penses que ça peut être un conseil judicieux aussi de dire aux gens, entoure-toi de gens qui ont réussi. Si tu penses que tu n'es pas capable, mais que tu en vois un autre qui, lui, a réussi en partant d'à peu près où toi tu pars, c'est inspirant. Ou si on les connaît pas, on peut aller chercher des ressources, justement, ça peut être avec toi et avec ma Steph.tv, mais ça peut être de plein de façons, en lisant des livres, c'est ça, puis l'Internet est rempli d'exemples inspirants. Puis c'est de se dire que tous ceux qui ont réussi des choses, ils ont eu des échecs, ils ont douté, ils ont eu de la difficulté, puis ils ont fini par réussir, c'est ça. Parle-moi donc parce qu'en préparant l'entrevue, tu me parlais de l'entretien motivationnel et la balance décisionnelle. Oui, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est un outil pour nous aider à développer notre confiance? Oui, c'est un outil psychologique. Dans le fond, souvent, pour se réaliser, quand on manque de confiance, il y a différentes choses qu'on veut faire, qu'on sait qu'on devrait faire pour améliorer notre vie. Grosso modo, il y a 2 types. Il y a des bonnes habitudes, il y a des mauvaises habitudes qu'on a dans notre vie. Hein? Les bonnes habitudes, ça va être justement de sortir de sa zone de confort, ça va être de se donner des objectifs, ça va être de passer à l'action, etc. Mauvaises habitudes, ça va être de rien faire, d'écouter ses peurs, de se motiver, c'est ça, par exemple. Mais il y a toujours, c'est une habitude à la base. Donc, l'entretien motivationnel et la balance décisionnelle, c'est lié à l'idée du changement. Il faut apporter un changement dans notre vie. Alors, pour apporter ce changement-là, ça part de l'idée que, imaginez une balance. Il faut imaginer une balance. Dans un des... Alors, mettons celui-là, c'est celui qui contient toutes les croyances qui me disent de ne pas changer. Mes mauvaises habitudes, je les ai, puis je ne veux pas les changer. Ça, c'est le plateau qui contient les croyances qui disent « je dois changer ». Puis là, tu as la petite flèche qui dit « OK, là, je suis malheureux, puis là, je vais avancer. » Mais on se convainc. Puis ça, c'est bon. On se convainc de ne pas bouger. Puis ça, c'est bon autant même pour arrêter de fumer, pour faire un exercice, pour toutes les bonnes habitudes à développer. Alors, c'est de penser... Souvent, on pense à court terme. Alors, si j'arrête mes mauvaises habitudes, je vais perdre quelque chose que j'aime, ça va être fatigant, je m'en vais vers l'inconnu, c'est épeurant. Donc ça, c'est tout à court terme. Mais souvent, on ne voit pas à long terme ce que nos bonnes habitudes, ce que les mauvaises habitudes nous apportent et ce que les bonnes habitudes peuvent vraiment nous apporter de bon. On reste dans le court terme. Mais si au contraire, on fait l'exercice, ça, on peut prendre une feuille de papier, on la sépare en 2, bonnes, mauvaises habitudes. Mettons pour une habitude X, une mauvaise habitude, ça peut être fumer ou ça peut être pas faire d'exercice, ça peut être de ne pas me donner d'objectifs, mais alors que je vais en faire. Pourquoi est-ce que je le fais pas à court terme? À long terme, je peux noter ensuite qu'est-ce que ça m'apporterait de le faire. Donc, l'idée, c'est vraiment, avec ces 2 plateaux-là, de mettre tellement de bonnes raisons, surtout à long terme, que le plateau, la balance va changer. Moi, j'ai arrêté de fumer en 2003. Je fumais pas beaucoup, mais je fumais et je me suis donné l'objectif. Ça faisait longtemps que je travaillais à ce plateau-là. Puis en y pensant, puis en pensant à long terme, la santé, puis il y a toutes les bonnes raisons, mettons, ben j'ai fini par remplir assez l'autre plateau et là, le changement a lieu. Exactement, c'est ça. Là, l'aiguille qui fait qu'on ne bouge pas. Et là, plus on remplit avec des bonnes raisons de changer à long terme c'est très important, plus les raisons de ne pas changer à court terme deviennent futiles. Et on dit, hey, je vais-tu mourir d'un cancer de la gorge à 60 ans parce que j'ai un plaisir à court terme de fumer, mettons, si on prend cet exemple-là. Donc, à mesure que j'ai rempli l'autre plateau, ben, à un moment donné, je revenais de l'épicerie, j'ai dit à ma conjointe, parce qu'elle aussi a fumé un peu, est-ce que ça te tente, on arrête de fumer? Elle a dit, OK. Puis, on n'a plus jamais fumé de notre vie, ça fait... c'est incroyable! C'est ça, donc c'est ce qu'on peut. On peut y travailler à ça, là, tranquillement. Fait que c'est de se trouver suffisamment de bonnes raisons à long terme. Ça, tu le dis. Très important. Parce que c'est ça. Donc, je veux voir c'est quoi les avantages que j'ai à long terme à changer
à modifier mon comportement. Exact. Et avec la confiance en soi, c'est la même chose, de dire comment est-ce que je peux passer plus à l'action, comment est-ce que je peux sortir plus de ma zone de confort. À long terme, qu'est-ce que ça va m'amener? Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, de noter ça. Ben oui, je vais être fier de moi, je vais réaliser des objectifs, je vais améliorer mes conditions de vie, je vais être mieux avec les autres. Ouais. Et c'est inspirant comme raison, Vraiment. ça, quand on se le note. Vraiment. Alors, et on en prend conscience. Après ça, on le relit, puis on voit à quel point, hey, ça peut m'apporter énormément. Alors que, de l'autre côté, je reste dans ma zone de confort, mais je suis insatisfait de ma vie, je suis pas motivé, je me réalise pas, je suis malheureux. Puis si je fais rien, dans 15 ans, je vais être au même point. Exact. Ça va même être pire parce que je vais m'être enfoncé encore plus, je vais être plus déprimé, je vais être moins motivé, je vais avoir encore moins de confiance, moins d'estime. Donc, c'est important de travailler. Mais encore une fois, c'est progressif. Il ne faut pas se donner, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut commencer doucement. Ouais. Puis après ça, on obtient les résultats. Parle-moi du journal à succès. C'est un outil que tu utilises? Non, pas moi, mais... Non. Je vous dis de le faire, mais je le fais pas. Non, mais en fait, je ne l'écris pas parce que je suis tellement axé construction de mon avenir que j'ai pas besoin de le faire. Okay. Mais c'est je le ferais si je n'étais pas, si je le faisais pas intérieurement. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, grosso modo, prenez un journal, ça peut être papier, ça peut être sur l'ordinateur si vous êtes plus techno. Puis là, c'est vraiment donc de se dire, d'abord, alors, il faut se rappeler de nos succès. Souvent, on manque de confiance parce qu'on retient juste nos échecs et on ne se rappelle pas qu'on est capable de faire des choses. Ouais. Alors, on peut commencer par se donner une fréquence. Il faut écrire dans ce journal-là des choses. Donc, il faut s'y tenir. Ça peut être une fois par mois, le plus souvent possible idéalement, mais tenez-vous à une certaine fréquence. Okay. Commencez aussi par... Pensez à toute votre vie passée et pensez à tous les succès auxquels dont vous pouvez vous rappeler dans votre vie. Ouais. Ensuite, ça, c'est une base de succès. Ensuite, selon la fréquence, bien là, vous pouvez noter. Puis les succès, là, ça n'a pas besoin d'être justement, j'ai escaladé l'Everest. C'est pas, j'ai un prix Nobel, c'est pas ça. Là. Non. Tous les petits succès. J'ai réussi à gérer une émotion négative puis à éviter un conflit. C'est un succès. Okay. J'ai réussi à sortir de ma zone de confort pour faire un petit peu de choses. C'est un succès. Donc, l'idée, c'est vraiment, un peu comme avec la balance décisionnelle, de se souvenir et de prendre conscience, parce que souvent, tout reste en nous, puis vu qu'on se rappelle souvent plus des émotions négatives que des émotions positives, bien, ce qui reste en nous, c'est le négatif. Ouais. Donc, le journal du succès, le fait de l'écrire, pas obligé d'écrire des centaines de pages non plus, ça peut être 2 lignes. Ouais. J'ai fait ce succès-là, telle date, j'ai eu ce succès-là, et de continuer. Et évidemment, après, on le relit. On le relit de temps en temps, surtout quand on a des doutes puis qu'on se dit « je ne me sens pas capable ». Et là, on va voir « hey, je suis capable finalement ouais. ». Mais c'est vrai que ça marche. Moi, je me rappelle quand j'enseignais à l'université, ils évaluaient les profs. Ouais. Hein? Puis, à la fin de la session, je ramassais les évaluations, je les gardais, puis il m'est arrivé d'y relire. Puis ça me faisait du bien. Tu sais, des fois où, comme tu dis, tu t'en remets en question, tu dis, je suis à la bonne place, ou je suis bonne dans ce que je fais. Et là, tu ressors ça, tu sais, hey, wow, le prof le plus motivant que j'ai eu au HEC. Ah, OK, cool. mais c'est vrai. Ben ouais. C'est vrai. Puis ce feedback-là, on l'a pas toujours dans la vie. Non. Donc, ça peut être un succès, ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui nous apprécie, qui est proche de nous. On peut lui demander, peux-tu m'écrire ce que tu as apprécié, ce que tu apprécies de moi? Donc, tout ça, ça vient nourrir l'estime de soi. C'est humain à douter des fois. Je me rappelle, il y a eu Julie qui travaille avec moi depuis 4 ans, dans les 4 dernières années, j'en ai eu des moments de doute, puis Julie m'envoyait elle gardait des courriels de personnes qui nous écrivent, parce qu'elle ne les envoie pas nécessairement tout le temps, toutes. Il y en a tellement! Non, mais, puis elle me disait, Steph, lis ça. Tu sais, puis je disais, OK, c'est vrai. Tu sais, OK, ça fait du bien à cette personne-là. Puis c'est vrai que c'est une belle façon de se faire du bien. Un commentaire sur mon blog, quelqu'un qui dit ça fait 5 heures que je vous lis, je vous ai découvert tout le contenu que vous avez sur. Puis là, ça me fait tellement chaud au cœur, ça fait ma journée. C'est ça, exactement. Ça me donne envie de continuer parce que des fois, on est dans la solitude, puis on avance, mais on avance seul, puis on ne sait pas ce que ça donne. Tout à fait. Bien, Nicolas, je vais envoyer justement les gens lire ton blog parce que tu as plein de contenu. Évidemment, si les gens veulent se procurer tes livres, c'est quoi la meilleure façon? C'est-tu via ton site web d'abord, donc, je veux rappeler que tous mes livres, ils sont disponibles. Donc, tout le contenu de mes livres est disponible gratuitement sur mon blog. Donc, c'est les versions papier publiées chez des éditeurs. Mais tout le contenu, vu que j'ai récupéré le droit d'auteur, tout le contenu, il est disponible gratuitement sur mon site. Vous pouvez lire directement sur votre tablette, pas de problème. Mais si vous voulez vous procurer les belles versions e-book avec des bonus, vous pouvez aussi vous les procurer sur le blog directement. Sur nicolassarrazin.com. Exact. Merci du fond du cœur. Je sais que ces conseils-là, ça va aider
plein de gens. On a tous, à un certain moment dans notre vie, besoin de faire ce travail-là dans une des sphères de notre vie. Merci. Merci, Steph. C'était un grand plaisir. Et pour les membres de Mastef, je vous aime. J'espère que vous allez travailler votre confiance en vous. Et on se voit dans une prochaine entrevue. Salut!